Merci encore de votre invitation. Donc on va clore la séance sur la réhabilitation améliorée, qui est une thématique qui m'est un peu chère. Je m'intéresse aux durées de séjour et aux diminutions des durées de séjour. Alors pour une définition, donc on entend réhabilitation améliorée après chirurgie, ça s'appelle la RAC en français. Et en anglais, on parle de fast track ou on parle encore d'enhanced rehabilitation. Donc ça, c'est l'ERAS pour les anglo-saxons. Alors, la genèse de la réhabilitation, c'est un chirurgien danois qui s'appelle Henri Kellett, qui a beaucoup travaillé sur le sujet à partir des années 90 et qui s'est intéressé notamment à la réponse biologique engendré par l'acte opératoire, ce qu'on appelle le stress chirurgical. Il a vu qu'une opération, c'était responsable de tout un tas de phénomènes, à la fois au niveau inflammatoire, immunitaire, en termes d'immunorésistance, et donc que ces phénomènes biologiques pouvaient impacter sur la récupération des gens. Donc vous voyez que cette genèse diffère complètement de celle de l'ambulatoire, qui est une genèse plus économique. Là, on parle vraiment d'un impact médical. Alors les principes, ils vont être donc de travailler sur diminuer cet impact du stress chirurgical, et on va les détailler. Ça va se produire au niveau de l'approche mini-invasive, mais également tous les phénomènes de l'anesthésie et des médicaments qu'on pourra rajouter, mais également tout ce qui est les anesthésies loco-régionales. Alors les principes, il s'agit encore une fois d'optimiser la prise en charge médicale périopératoire. Alors l'optimiser au niveau de l'anesthésie, il s'agit d'améliorer donc les répercussions en termes de douleur et de développer les anesthésies loco-régionales, d'utiliser de façon moins importante la morphine. Mais également, en termes de remplissage, on a montré que des patients trop remplis au bloc opératoire, c'était pas bon, ça générait un œdème au niveau des viscères, et donc un retard du transit. Donc là encore, il faut diminuer le remplissage péropératoire. Également, faire attention à ce que le patient ne soit pas hypotherme, parce que là encore, ça engendre des problématiques au niveau biologique. Tout ce que sont les médicaments en termes de corticoïdes, de bêta-bloquants, de tout un tas de choses, donc il y a à ce niveau-là rien de démontré. Au niveau chirurgical, il y a également une participation, puisque là encore, on va développer l'approche mini-invasive, éviter toutes les approches par laparotomie qui vont générer davantage de douleurs, mais également répercussions au niveau respiratoire. Éviter tout ce qui va être drainage, ou en tout cas les retirer le plus tôt possible. En termes paramédicaux, là aussi, de façon très importante, il faut que le patient soit acteur de cette prise en charge pour pouvoir se mobiliser plus rapidement, se réalimenter plus rapidement. Et donc ça passe par toute une information et une éducation du patient qui est très importante. Et donc là, le rôle des infirmières. Également au niveau de la nutrition, on a montré que c'était pas bon de laisser le patient à jeun trop longtemps avant une opération. Et dans ces protocoles de réhabilitation améliorée, le patient va pouvoir boire jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Et puis, donc, la kiné, très important, le patient va pouvoir se mobiliser et sera levé le jour même de l'intervention. Alors, vous voyez l'exemple d'un schéma clinique en chirurgie colorectale. Donc, il y a toute la période de préadmission, donc l'éducation du patient, l'information. Et il y a ce qu'on appelle également la préhabilitation, puisque le patient, bien en amont de l'acte opératoire, va être pris en charge en termes d'exercices de kiné, de gym, d'arrêt de consommation alcoolique ou de tabac. En période préopératoire immédiate, c'est évidemment de diminuer ou d'empêcher, d'arrêter en tout cas des préparations intestinales qui n'ont pas montré d'impact, d'intérêt, mais également de leur proposer ce qu'on appelle des charges en hydrate de carbone pour éviter que le patient arrive trop dénutri ou en tout cas dans un contexte d'hypoglycémie, en tout cas en péropératoire.
Le péropératoire, on l'a vu, hein, le mini-invasif, le moins de drains possible, une épargne morphinique, des patients qui ne sont pas trop remplis, qui sont dans une ambiance un peu surchauffée, ce qui va pas plaire, ce qui plaît pas trop en général aux chirurgiens parce qu'il fait chaud dans la salle, mais c'est bon pour le malade. Et puis le post-opératoire, le patient qui sera levé très tôt, qui va pouvoir manger également très tôt. Alors les intérêts, ils sont là encore que le patient soit plus acteur de sa prise en charge. Et ça, on a bien montré que plus le patient est acteur de sa prise en charge, plus il va récupérer rapidement. C'est intéressant également parce que ça réorganise toute la prise en charge périopératoire. Et donc ça va générer ce on entend une pluridisciplinarité, donc au niveau médical, infirmier, kiné, mais également au niveau des équipes secrétariat. Et puis ça redistribue ce qu'on appelle le réseau de soins entre l'hôpital et la ville. Et puis in fine, et ça impacte évidemment, et c'est intéressant dans nos systèmes de soins, c'est évidemment les durées de séjour. Et là, c'est ce qu'on regarde au premier lieu. L'impact économique, c'est ce qu'on va appeler la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est tout le reste, et c'est le plus important. Alors ça, c'est une des premières publications de ces équipes danoises. Vous voyez que ça remonte à plus de 20 ans, Lancet en 95. Ils avaient publié une petite série prospective de 8 patients. C'est des patients qui avaient en moyenne 78 ans, qui avaient des comorbidités cardiaques notables. C'était surtout des colectomies droites. Ces patients avaient une anesthésie péridurale. Ils étaient levés au premier jour de l'opération. Ils mangeaient, ils étaient réalimentés. Et ils sortaient au deuxième jour. Voilà. Donc c'est vrai que je ne vous détaille pas la morbidité, mais globalement, il y avait un taux de satisfaction. Et ça a été assez un peu plus que novateur dans ces prises en charge. Vous voyez que depuis ce démarrage des années 90, la littérature abonde en réhabilitation améliorée et que les différentes études ont montré qu'il n'y avait pas de majoration des complications chirurgicales, qu'il n'y avait pas de majoration des taux de réadmission, mais par contre, on montrait qu'il y avait beaucoup moins de complications médicales et évidemment des diminutions des durées de séjour. Et vous voyez que les guidelines de la Société européenne de réhabilitation améliorée concernent progressivement les différentes chirurgies, année après année. On commence avec le colorectal, et puis ça va de la chirurgie bariatrique, la chirurgie hépatique, la reconstruction, les chirurgies orthopédiques, les chirurgies cardiaques, donc des chirurgies qui sont de plus en plus lourdes, et paradoxalement, pour chaque chirurgie, un impact sur ces réhabilitations améliorées. Donc l'exemple d'une méta-analyse en chirurgie colorectale qui a montré qu'il y avait une diminution, notamment de plus de 50% au niveau respiratoire, sans impacter sur la morbidité chirurgicale. Et on décline, quel que soit le type de chirurgie, la même chose sur la chirurgie pancréatique, diminution des durées de séjour, pas d'augmentation du taux de réadmission et pas d'augmentation de la morbimortalité. En chirurgie œsophagienne, là aussi, ça c'était plutôt une étude rétrospective d'une MD Anderson. Ils ont montré que les patients qui avaient une prise en charge RAC, ces patients-là, ils avaient moins de complications respiratoires parce qu'ils étaient mobilisés plus rapidement, parce qu'on leur mettait moins de drains, parce qu'ils avaient une anesthésie péridurale. Et encore plus fort, une dernière méta-analyse a montré qu'il y avait même un impact en chirurgie oncologie sur la survie. Donc, on va être encore plus poussé puisqu'on va parler du fast-track à la chirurgie ambulatoire et que c'est de plus en plus de publications, que ce soit en chirurgie orthopédique, la première colectomie en 2013, colectomie totale en ambulatoire et également des chirurgies pulmonaires. Mais toutes ces publications et ces équipes, si elles ont pu arriver à ces extrêmes d'ambulatoire, c'est parce qu'elles avaient mis en place ces chemins de réhabilitation améliorés. Alors si on peut développer progressivement ces chirurgies ambulatoires, mais on démontrera également cet intérêt, c'est parce que toutes ces équipes ont développé ces réhabilitations améliorées, mais également parce qu'il y a toutes ces innovations technologiques de mini-invasifs, de progression de la pharmacopée et des blocs d'anesthésie, et puis derrière toute l'amélioration du réseau de soins, de ce qu'on développe de télémédecine et de télésurveillance.
Alors ça, c'est le premier cas, c'est un cas français, le premier cas mondial de colectomie ambulatoire d'une équipe lyonnaise. Ça, c'était un professeur d'histoire de l'université qui a accepté d'être le premier à être opéré en ambulatoire. Et donc, ça, c'est leur première publication. Et c'est avec 2 équipes, ils ont publié, vous voyez, en 2018, 157 colectomies qui sont opérées en ambulatoire, essentiellement des colectomies gauches, avec un taux d'ambulatoire de 30%. Et vous voyez qu'ils ont démontré la faisabilité chez des patients qui étaient hyper sélectionnés, avec seulement 6 réopérations sur les 150, et surtout des taux de morbidité de 0%. Là encore, s'ils avaient pu mettre en place ces prises en charge, c'est parce que c'est des équipes qui maîtrisaient ces réhabilitations améliorées, et parce qu'il n'y avait pas de complications péropératoires. Ils sont passés de 2011 à 4-5 jours de durée de séjour à 2013, prise en charge ambulatoire. Alors dans notre expertise, on fait beaucoup de chirurgie rectale, avec, on vous l'a montré en live différé, des anastomoses qui sont faites au plancher. Vous voyez cette dame qui est sortie au 4e jour post-opératoire, c'est son intervention. Cette dame avait eu une radiochimiothérapie préopératoire, elle a eu une prothectomie robotique, une anastomose au tiers inférieur, au plancher, sans drainage, sans stomie. Parce que ça s'était bien passé, alors c'est une extrême évidemment, c'est pas une recommandation dans tous les cas, mais c'est pour montrer la faisabilité et pour montrer l'impact pour cette dame d'avoir pu être levée et pris en charge de cette façon. Alors pour conclure, cet éditorial de Karim Slim qui défend ces prises en charge, c'est vrai que la célioscopie a été une révolution dans la prise en charge chirurgicale, dans la prise en charge mini-invasive. Eh bien, ces prises en charge de réhabilitation améliorée sont également une révolution dans notre façon de voir les choses et de prendre en charge les malades. Alors, au-delà des motivations des pouvoirs publics qui sont dans nos sociétés occidentales de faire sortir les gens plus tôt, c'est surtout l'impact que ça peut avoir sur les patients, notamment le fait de prendre en compte le fait qu'ils soient beaucoup plus acteurs, et ça on a montré leur taux de satisfaction en tout cas beaucoup plus élevé, et de façon importante, je vous l'ai détaillé dans ces méta-analyses, l'impact que ça peut avoir sur les complications notamment médicales. Mais surtout, ça a permis de faire tomber des dogmes, et en chirurgie, ils sont assez forts, ces dogmes. On a tous connu les sondes gastriques qui restaient une semaine, on regardait la sonde, ça donnait rien, mais on ne la retirait pas si on avait peur de la fistule. Eh bien, ça, c'est tout le mérite de ce monsieur, c'est d'avoir justement fait tomber des barrières pour remettre en cause ces prises en charge. Voilà, je vous remercie.